5 points. C'est l'écart entre James Talarico et Ken Paxton dans un État où, depuis 1994, aucun démocrate n'a jamais gagné une élection statewide. Alors pourquoi, fin juillet 2026, 2 sondages différents, l'un à 5 points, l'autre à 3, montre-t-il le candidat soutenu par Donald Trump en train de perdre le Texas ? Non, c'est pas une anomalie statistique qu'on va balayer d'un revers de main, et non, c'est pas non plus la preuve que le Texas devient bleu du jour au lendemain. La vérité est plus inconfortable que ces 2 versions faciles. 2 questions vont nous occuper pendant les prochaines minutes. D'abord, comment un candidat adoubé personnellement par Trump, qui a fait tomber un sénateur républicain sortant à la primaire, se retrouve-t-il en dessous de la barre des 50% face à un inconnu relatif ? Et ensuite, pourquoi ce même Trump, au moment précis où ses propres électeurs texans étranglent sous le coup de la vie, choisit-il de dire à voix haute qu'il ne pense pas du tout à leur situation financière ? Ce n'est pas juste une histoire de sondage surprenant dans un État rouge. C'est un problème de structure, celle que le parti républicain a bâtie autour de Trump depuis 10 ans et qui commence à se fissurer exactement là où elle était censée être la plus solide. On va descendre par couches. D'abord, les faits en surface, ce que dit vraiment ce sondage et ce qu'il cache. Ensuite, le mécanisme, le dossier judiciaire de Ken Paxton que personne ne veut vraiment détailler à voix haute. Et enfin, la conséquence que ça révèle sur l'état réel du socle électoral de Trump à 100 jours des midterms. Et pour commencer, un fait concret que vous pouvez vérifier vous-même dans la minute qui suit cette phrase. Un premier institut, Texas Public Opinion Research, interroge 1048 électeurs probables entre le 15 et le 17 juillet. Résultat, Talarico 45, Paxton 40, 5 points d'écart. Une semaine plus tard, Fox News, la chaîne la moins suspecte de vouloir enfoncer un candidat républicain, mène son propre sondage auprès de 1000 électeurs inscrits du 23 au 27 juillet. Résultat, Talarico 51, Paxton 48. C'est la toute première fois qu'un candidat franchit la barre symbolique des 50% dans cette course. 2 instituts, 2 méthodologies, une seule direction. Il faut savoir que Ken Paxton n'est pas un candidat de circonstance. C'est un poids lourd institutionnel, procureur général du Texas depuis plus d'une décennie, celui qui a battu John Cornyn, un sénateur républicain en exercice, à la primaire, en se positionnant plus loyal à Trump que Trump lui-même. Paxton a bâti toute son identité nationale autour de la défense inconditionnelle de Donald Trump, y compris sur la contestation du résultat de 2020. C'est pas un candidat périphérique qui dérape. C'est le candidat que MAGA a choisi délibérément contre l'establishment républicain sortant. Et voilà où ça devient intéressant. Dans le sondage Fox News, 68% des électeurs indépendants soutiennent Talarico. Vous voyez le problème ? Les indépendants, ce sont précisément le groupe qui a ramené Trump à la Maison-Blanche en 2024. Et c'est pas tout. Près d'un quart des républicains non MAGA interrogés déclarent soutenir Talarico plutôt que Paxton. Un électeur républicain sur 4 qui décroche dans le Texas en pleine primaire de mi-mandat. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans ce récit d'un Texas définitivement acquis à Trump, il était fondé. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un sondage isolé, un accident statistique qu'on oubliera dans 2 semaines. C'est rassurant, non ? Sauf que non. Parce que ce sondage n'est pas tombé du ciel en juillet. Il arrive après un événement que très peu de chaînes ont pris la peine d'expliquer correctement. En février 2026, une élection spéciale se joue dans le Texas Senate District 9 à Tarrant County, secteur de Fort Worth. Un district que les républicains détenaient sans interruption depuis 1991. Trump y avait remporté 2024 avec 10 à 7 points d'avance. Dit que ces points, dans un scrutin présidentiel, c'est un mur. La démocrate Taylor Emmett affronte la républicaine Lee Wambsgans, soutenue publiquement par Trump lui-même, qui poste 3 messages en sa faveur dans les 2 derniers jours de campagne. Résultat du second tour, Emmett l'emporte 57 à 43. Un swing de plus de 30 points par rapport à la marge de Trump en 2024. C'est le plus gros dépassement démocrate enregistré dans une élection compétitive depuis le retour de Trump au pouvoir. Attendez, un sondage isolé, on peut le contester. 2 signaux indépendants, à 6 mois d'écart,
dans deux zones différentes de l'État le plus structurellement républicain du pays, ça commence à ressembler à autre chose qu'à du bruit statistique. Regardez bien ça. Le pollster politique Larry Sabato, qui suit les élections texanes depuis 1994, dit littéralement recevoir des appels de démocrates texans chaque année, lui annonçant que cette fois-ci sera la bonne, et chaque année il devait les décevoir. Cette fois, dit-il, c'est différent. Pas seulement parce que Tallarico est un bon candidat, mais parce que Paxton, selon ses propres mots, est à ce point problématique que même les donateurs républicains traditionnels refusent de s'associer publiquement à sa campagne, par peur d'y attacher leur nom, leur famille, leurs affaires. Alors qui est vraiment Ken Paxton, au-delà de l'étiquette MAGA, c'est là qu'on quitte le sondage pour entrer dans le mécanisme. En 2023, la Chambre des représentants du Texas, majoritairement républicaine, vote sa mise en accusation par 120 et un voix contre 33. 20 articles de destitution. C'est du niveau level 1, un fait établi par un vote parlementaire documenté, pas une rumeur. Le Sénat texan l'acquitte ensuite sur l'ensemble des 6 chefs retenus au procès, ce qui est également un fait établi. Mais l'acquittement politique ne fait pas disparaître ce qui a été documenté dans le dossier. 4 de ses plus proches collaborateurs, ses propres adjoints au sein du bureau du procureur général, ont saisi le FBI en 2020 pour signaler ce qu'il décrivait comme un usage de la fonction publique au bénéfice d'un ami donateur. L'investisseur immobilier Nate Paul, avec des soupçons précis de corruption et de partage d'informations confidentielles d'enquête. C'est un fait rapporté, documenté par une source crédible, ses propres employés sous serment, donc du level 2. Paxton les a licenciés. Ils l'ont poursuivi pour représailles au titre de la loi texane sur la protection des lanceurs d'alerte. En avril 2025, un juge leur donne raison et ordonne à l'État de leur verser 6 600 000 $. Ce montant-là, versé par jugement, c'est un fait établi, pas une allégation. Le ministère de la Justice, sous l'administration Biden, avait ouvert une enquête fédérale distincte sur ces mêmes faits. Selon des sources de l'Associated Press citées par le Texas Tribune, cette enquête a été abandonnée dans les toutes dernières semaines du mandat de Biden, sans inculpation. Faut être honnête là, dessus, l'absence de poursuite fédérale n'équivaut pas à une preuve d'innocence, mais elle n'équivaut pas non plus à une exonération complète. C'est resté, au mieux, une zone grise juridique que Paxton n'a jamais eu à clarifier publiquement sous serment. Il y a aussi ce que Tallarico appelle, dans ses propres publicités, un accord de faveur accordé à un prédateur d'enfants reconnu, comparé par la campagne démocrate au traitement dont a bénéficié Jeffrey Epstein. Il faut le dire clairement, ceci reste une caractérisation de campagne, une allégation au sens du level 3, pas un fait judiciaire tranché dans les mêmes termes que la destitution, mais l'accusation elle-même s'appuie sur un dossier réel de clémence controversé, largement documenté dans la presse texane depuis des années, ce qui explique pourquoi elle a percé jusque dans un sondage Fox News plutôt que de rester cantonnée au cercle militant. Et puis il y a l'argent. Paxton, fonctionnaire d'État depuis plus de 20 ans, sur un salaire public, possède aujourd'hui plusieurs propriétés, une situation patrimoniale que sa propre campagne peine à expliquer avec précision et que les journalistes texans documentent depuis des années sans jamais obtenir de réponse claire de sa part. Ce chiffre précis reste contesté publiquement, donc traitons-le comme une question ouverte plutôt que comme un fait arrêté, mais la question elle-même, elle, est parfaitement légitime et elle reste sans réponse. Ce qui nous amène au détail le plus révélateur. Paxton refuse depuis le début de la campagne les 3 débats télévisés proposés par les chaînes qui ont déjà fixé les dates, les heures et les lieux. Elles attendent juste sa signature. Un homme qui affirme mériter votre vote et votre confiance, mais qui refuse de répondre publiquement aux questions sur son propre dossier. Plus il évite la caméra, plus ça confirme qu'il n'a pas de réponse à donner. L'argument le plus solide de l'autre côté, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence, c'est que le Texas conserve des avantages structurels massifs que ce sondage à lui seul ne peut pas effacer. La géographie électorale, le redécoupage des circonscriptions, l'avance organisationnelle, l'argent, la mobilisation traditionnelle des zones rurales, tout ça reste réel et penche encore nettement du côté républicain. Il faut ajouter à ça la dynamique classique des élections de mi-mandat, où le camp qui n'est pas au pouvoir vote souvent avec plus d'enthousiasme, sans que ça traduise un vrai basculement idéologique durable. Un seul sondage, même 2,
pourrait donc rester un accident de cycle plutôt que le signe d'un vrai changement de fond, et n'importe quel analyste sérieux doit l'admettre honnêtement avant d'aller plus loin. Sauf que cet argument s'effondre en partie face à ce que Tarrant County a déjà montré 6 mois plus tôt, en dehors de tout climat de sondage national et sans le bruit médiatique autour de Paxton. Un swing de plus de 30 points dans un district que Trump venait de gagner avec 10 à 7 points d'avance, ce n'est pas de l'enthousiasme démocrate classique de mi-mandat, c'est une érosion mesurable et concrète du socle républicain dans une élection réelle avec de vrais bulletins comptés, pas dans un coup de fil à un institut de sondage, et cette érosion touche précisément le même groupe dans les deux cas, les électeurs indépendants, qui désertent Trump et son parti dans quasiment tous les sondages nationaux depuis des mois, pas uniquement au Texas. Ce qui m'inquiète franchement, c'est pas le chiffre du sondage en lui-même, c'est ce qu'il raconte sur le calcul stratégique derrière la candidature de Paxton. C'est là que le tableau change complètement, parce que si les républicains perdent une partie de leur propre coalition au Texas, ce n'est pas seulement un problème de candidats individuels. Paxton n'est pas un conservateur indépendant qui partage certaines positions du parti, c'est un candidat MAGA pur jus, adoubé personnellement par Trump contre un sénateur sortant de son propre camp. Cette course devient donc un test grandeur nature d'une question bien plus large, celle de savoir si le Trumpisme peut encore livrer des victoires républicaines dans des territoires où le parti n'avait même plus besoin de faire campagne. Le vrai problème commence ici, et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un deuxième fil, presque invisible, dans la couverture nationale, et il touche directement les électeurs texans dans leur portefeuille, au moment précis où ils sont censés se sentir soutenus par l'administration qu'ils ont élue. Le Wall Street Journal a obtenu des chiffres officiels de l'administration Trump concernant le programme de subvention des plans Medicare Part D, celui qui couvre les médicaments sur ordonnance pour des dizaines de millions de retraités. Ce programme de subvention prend fin en 2027. Selon des responsables cités par le journal, environ un quart des bénéficiaires verraient leurs primes rester stables ou baisser légèrement. Environ 30% subiraient une hausse de moins de $10 par mois. Et pour les 45% restants, soit près de la moitié des inscrits, la hausse se situerait entre 11 et $20 par mois. Faites le calcul autrement, ça veut dire que 3 bénéficiaires sur 4 du programme verront leur facture augmenter et presque 1 sur 2 paiera jusqu'à $20 de plus chaque mois pour des retraités qui vivent souvent avec un budget fixe et serré. La Maison-Blanche défend cette décision en expliquant que ces subventions poussaient artificiellement les assureurs à augmenter leurs tarifs, en s'appuyant en partie sur l'Inflation Reduction Act voté sous Biden. C'est un point d'explication légitime, faut le reconnaître, c'est pas une décision prise dans le vide. Mais reconnaître la justification officielle n'efface pas la conséquence concrète, à savoir des millions de retraités, y compris au Texas, qui vont payer davantage pour leurs médicaments 100 jours avant une élection où le coût de la vie reste, sondage après sondage, la préoccupation numéro 1 des électeurs. Et c'est précisément là que ça coince avec ce que dit Trump lui-même. En mai 2026, un journaliste lui demande, dans le cadre des négociations sur l'Iran, dans quelle mesure la situation financière des Américains motive ces décisions. Sa réponse, mot pour mot, documentée par plusieurs médias, dont le Washington Post et NBC News, tient en une phrase. Pas même un peu. Il ajoute qu'il ne pense qu'à une chose, empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et que la situation financière des Américains, il n'y pense pas du tout. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. On pourrait dire que c'est une réponse honnête sur une question de sécurité nationale et sur le fond de la politique iranienne, ça se défend. Mais la formulation choisie, dans le contexte d'une crise d'accessibilité économique que Trump lui-même reconnaît sur d'autres sujets, envoie un signal politique brutal à des électeurs qui l'ont justement choisi en 2024 en pensant qu'ils donneraient la priorité à leur porte-monnaie avant tout le reste. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'arrête dessus. Le même Trump qui déclare publiquement ne pas penser à la situation financière des Américains revendique dans la foulée le mérite personnel de la reprise économique de son premier mandat grâce à sa mesure fiscale du 100% expensing qui permet aux entreprises et particuliers d'amortir intégralement certains achats en une seule année. Et pour illustrer à quel point cette mesure a été bénéfique, il raconte l'histoire d'un ami à lui qui n'avait jamais volé en jet privé de sa vie et qui a fini
par en acheter un très cher, uniquement parce que la déduction fiscale rendait l'achat plus intéressant sur le plan comptable. Un ami qui achète un jet privé dont il n'a pas besoin grâce à une niche fiscale, pendant que près de la moitié des retraités sous Medicare Part D vont payer jusqu'à 20 $ de plus chaque mois pour leurs médicaments. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais lui, il a déjà vendu l'histoire du jet privé comme preuve de succès économique national. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire et il change toute la portée du premier parce que la campagne électorale de 2024 au Texas ne s'est pas construite uniquement sur une adhésion idéologique totale à Trump. L'Associated Press a documenté, en interrogeant des électeurs le long de la frontière texano-mexicaine, dans des communautés à forte population hispanique qui avaient pourtant nettement basculé vers Trump en 2024, que la préoccupation numéro 1 restait le prix de la vie quotidienne. Un électeur cité déclare sans détour que les gens s'attendaient à une meilleure économie. Résultat, elle n'est pas arrivée, du moins pas pour eux. Cette histoire est loin d'être finie. Et si vous voulez la suivre avec moi, particulièrement sur ce qui se joue au Texas dans les 100 jours qui viennent, abonnez-vous à la chaîne. Revenons à la question du départ. 5 points d'écart, 3 points d'écart selon l'Institut, dans un État où aucun démocrate n'a gagné une élection statewide depuis 1994. Vous êtes venu pour un sondage surprenant. Vous repartez avec la preuve d'un schéma bien plus large, celui d'une coalition qui commence à se fissurer précisément là où elle semblait la plus solide, sur les électeurs indépendants, sur les électeurs sans diplôme universitaire, sur une partie même de la base républicaine, au moment exact où le coût de la vie continue de grimper et où le président lui-même déclare publiquement ne pas y penser du tout dans ses décisions les plus lourdes. Ce n'est pas un accident de calendrier électoral. C'est un schéma répété d'un district à l'autre, d'un sondage à l'autre, du Tarrant County jusqu'aux communautés frontalières. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Au contraire, avec la fin des subventions Medicare Part D qui prend effet en 2027, juste après les midterms, la pression financière sur les électeurs les plus âgés et les plus fidèles au Parti républicain risque encore de s'aggraver avant même que les urnes tranchent. Et pendant que Ken Paxton continue d'éviter les débats et les questions sur son propre dossier, ce sont les retraités texans qui vont ouvrir leur relevé de pharmacie et découvrir la facture réelle, pendant que la Maison-Blanche continue, elle, de parler de la plus grande économie de l'histoire du pays. Si cette analyse vous a été utile pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ce sondage, un like m'aide énormément à la faire connaître et activer la cloche, parce que dans un État aussi central que le Texas, ce n'est clairement pas terminé.